Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des webinaires Tourisme Innov qui sont organisés par Atout France. Donc pour présenter très rapidement l'équipe innovation, je suis Marianne Jeunesse, je suis chef de projet innovation, accompagnée donc de Maëlys Vienno de Vaublanc qui est également dans l'équipe innovation. Très rapidement, donc l'innovation chez Atout France, c'est d'abord donc d'accompagner et de valoriser les solutions innovantes dans le secteur du tourisme à travers nos différents événements, nos webinaires. On a d'autres actions, bien sûr. Et nous pilotons également deux appels à manifestation d'intérêt, innovation et terrain d'expérimentation, qui ont été lancés dans le cadre du plan Destination France pour soutenir les startups du secteur touristique. Donc voilà, on accompagne plusieurs expérimentations sur tout le territoire. Alors cette édition des webinaires Tourisme Innov, cette nouvelle édition est un peu spéciale. Elle a été réalisée en partenariat avec le ministère de la Culture. Il y aura d'ailleurs deux volets pour cette belle collaboration avec le ministère. Je vous en dirai un peu plus en fin de webinaire. Et donc ce premier volet porte sur la thématique des visites virtuelles. Donc aujourd'hui, on va parler d'expériences numériques et immersives pour valoriser le patrimoine. Donc on est vraiment ravis d'accueillir Anne Dubil et Carla Luciani du ministère de la Culture qui nous présenteront donc le catalogue de visites virtuelles qui a été proposé par le ministère de la Culture qui offre la possibilité à tout à chacun de pouvoir découvrir virtuellement les collections de certains musées français. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Séverine Camblon, donc responsable du pôle culture, patrimoine et art de vivre chez Atout France, et Nicolas Monco du ministère de la Culture qui vont nous dire quelques mots sur ce partenariat Atout France et ministère de la Culture. Je vous laisse la main. Bien, bonjour à toutes et tous. Comme vous l'avez rappelé, Marianne, ce webinaire est donc organisé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Culture et Atout France qui existe maintenant depuis 5 années et nous en sommes ravis de notre côté. Cette collaboration, dans son détail, porte sur de nombreux aspects, mais en particulier sur l'innovation. Innovation numérique, mais pas que, qui concerne très fortement le secteur du tourisme, mais également la politique culturelle, la médiation et la découverte de l'offre culturelle. Tout ça se fait évidemment au bénéfice de nos territoires et de leur développement touristique, puisque la France a cette chance d'avoir une offre culturelle et patrimoniale très riche sur l'ensemble du territoire. Parmi toutes les ressources de ces territoires, il y a notamment ce que produit le ministère de la Culture, ce qu'il développe et qui nous paraissent des outils parfaitement intéressants à connaître pour les acteurs du tourisme, pour le secteur du tourisme, puisqu'ils sont libres de droits, gratuits et qui sont probablement une chance assez importante, voire extraordinaire, pour arriver à valoriser et à faire la promotion de nos destinations au bénéfice de l'ensemble de nos territoires. Parmi ceux-ci, il y a les visites virtuelles de musées, mais je laisserai mes collègues Anne et Carla nous présenter plus tard. Merci à vous. Merci Nicolas. Alors merci pour cette introduction. Donc en effet, on est ravis de pouvoir collaborer avec le ministère de la Culture depuis environ 5 ans. Donc on a une convention de partenariat qui nous lie au ministère, qui s'articule autour de plusieurs axes, de 4 axes. Un axe dédié à l'observation, à la prospective, un axe dédié à l'accompagnement en ingénierie et innovation, donc notamment via le programme Réinventer le patrimoine, via les appels à manifestation d'intérêt. Un troisième axe qui nous mobilise aujourd'hui, c'est la valorisation de l'offre et la vie culturelle des territoires. J'y reviendrai dans quelques instants. Et le dernier, sur la professionnalisation, la montée en compétences des acteurs de la culture. Et à ce niveau-là, on lance des e-learning notamment. L'année dernière, on a lancé un e-learning sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Voilà, donc en quelques mots, voici une présentation de ce partenariat. Et donc, autour des actions de promotion qu'on mène avec le ministère de la Culture, on est amené à valoriser des initiatives, des thématiques portées par le ministère
auprès du grand public ou des professionnels du tourisme. En 2024, deux thématiques avaient été sélectionnées. La première portait sur le sport et culture, donc à l'occasion des Jeux olympiques. On avait valorisé le passage de la flamme à travers les différents monuments du Centre des Monuments Nationaux. Et une deuxième thématique qui nous mobilise aujourd'hui, c'est les visites virtuelles. Donc c'est l'objet de ce webinaire. En effet, donc le ministère, l'équipe du ministère souhaitait valoriser cette initiative à travers des actions de promotion. Et donc on a choisi de mettre en avant une action de promotion à destination du grand public. Donc je te laisse passer la prochaine slide, Marianne, s'il te plaît. Voilà, donc en quelques mots, on a proposé au ministère de travailler en partenariat avec un média qui s'appelle Néo TV. Donc Néo TV, c'est le premier média social de la proximité et des territoires. Donc en quelques mots, c'est un média qui est présent uniquement sur les réseaux sociaux. Donc c'est sa particularité et aussi sa valeur ajoutée. C'est un média qui raconte, son leitmotiv, c'est de raconter la France et ceux qui la font. Et donc voilà, il valorise les initiatives positives des territoires. C'est ce qui a donc séduit l'équipe du ministère. C'est pour cela qu'on a mis en place une campagne avec ce média, voilà, qui est présent sur Instagram, Facebook et TikTok. Donc la filière de la culture, du tourisme culturel est particulièrement bien valorisée chez Néo TV. C'est pour ça qu'on a retenu ce média. En quelques chiffres, ils ont produit à ce jour plus de 300 vidéos journalistiques au service des monuments français, ce qui comptabilise au final plus de 110 millions de vues sur cette thématique, donc la filière de la culture, et qui touche environ plus de 8 millions de Français qui sont identifiés comme des passionnés de patrimoine et qui suivent voilà, régulièrement le média Néo TV. Donc l'objectif de la campagne de promotion à destination du grand public, il y en avait deux. Le premier, c'était de mettre en avant une nouvelle manière de choisir ses destinations à travers justement une valorisation des visites virtuelles proposées par les musées du ministère de la Culture, et aussi de montrer la complémentarité entre le digital et l'expérience réelle, parce que l'expérience de la visite virtuelle, justement, est un complément à la visite in situ et ne se substitue pas à l'autre. Donc voilà, on voulait vraiment mettre en avant la complémentarité des deux formats de visite. Alors pour ce faire, on a proposé voilà, un influenceur de mettre en avant une visite virtuelle, enfin des visites virtuelles, et puis aussi d'aller ensuite sur le terrain pour se confronter voilà, au terrain. On a fait appel à un influenceur qui s'appelle Antoine de Surmain. Son compte s'appelle donc c'est Antoine Explore la France. Là, vous avez notamment le lien vers son compte Instagram et TikTok. L'objectif, c'était de promouvoir en priorité donc le Musée national de préhistoire des Aisiers, mais pas que. Dans quelques instants, je vous montrerai rapidement la petite vidéo qu'on a réalisée avec Antoine. Donc, au début de la vidéo, il présente toute la page, le catalogue des visites virtuelles qui est présent sur le site du ministère de la Culture, en faisant un petit focus sur notamment le Musée national de la Renaissance à Écouen et aussi sur le Musée national de la Maison Bonaparte à Ajaccio. Et ensuite, il s'arrête plus précisément au Musée national de la préhistoire des Aisiers en Dordogne. C'est ce qui l'interpelle et en fait, il saute dans un train et il va directement découvrir ce musée en compagnie de la conservatrice du patrimoine. Donc cette vidéo, elle a été diffusée assez récemment, en décembre 2024. Donc les chiffres, les résultats de la campagne que je vais vous présenter sont tout frais. C'est en tout cas une vidéo de 5 minutes. On a baptisé Visite virtuelle, excursion réelle, donc c'est vraiment pour présenter la complémentarité des deux. Et elle a ensuite été diffusée sur 3 médias, Facebook, Instagram et TikTok. Donc voilà, on avait prévu on a produit une vidéo qui a un format magazine et aussi une story d'amplification du format. Donc en complément de cette présentation, je vais vous montrer rapidement la vidéo. Donc Marianne, du coup, je vais prendre la main. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. D'accord. Donc la vidéo fait en effet plus de 5 minutes, donc je ne vais pas la diffuser en entier, mais à l'issue en tout cas de ce webinaire, vous pourrez avoir accès à la vidéo si vous voulez la découvrir dans son intégralité. Donc je vais vous montrer quelques passages clés. Donc on est d'abord sur l'introduction, Antoine donc, est à Paris et il s'apprête à découvrir la page internet, le catalogue des visites virtuelles du ministère de la Culture.
Voilà, donc là, c'est l'introduction. Donc, en effet, il va directement sur le site web qui est accessible à vous tous. Et ensuite, l'idée, en effet, c'était d'aller se confronter au réel. Et donc, à partir de 2029, il va commencer à regarder. Effectivement, Séverine, il faut que tu partages ton son Ah, aussi. mince! Le son de T'as ton pas du tout. ordinateur, oui. D'accord. Alors là, ça va peut-être poser problème parce que vous entendez rien depuis tout à l'heure. C'est ça? Non, après, il y a le sous-titrage, hein, mais Ah, d'accord. Bah, écoute, je ne sais pas. Là, du coup, ça risque. Tac. Je suis pas certaine que ça puisse marcher parce que la dernière fois, j'avais eu un souci. Bon, alors du coup, pour pas perdre de temps, je vais juste vous donner quelques éléments clés. En tout cas, donc, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a présenté la page du site du ministère de la Culture, il s'attarde un peu plus longuement sur le musée des Hésies en Dordogne. Euh, donc là, on va le voir faire sa visite virtuelle. Il rentre du coup dans le musée, voilà. Il présente le territoire. Et à partir au bout de quelques secondes, il embarque à bord d'un train et il va directement rencontrer la conservatrice du patrimoine, donc Pauline. Là, on fait pendant le tournage in situ. Voilà. Donc, elle présente son travail, elle présente le musée. Donc, on se balade dans le musée de façon réelle, hein. Là, on va voir la vidéo qui est en cours. Je ne vais pas aller plus en détail, je vous laisserai la découvrir. Et ensuite, l'idée, c'était de valoriser également le territoire. Donc, juste à la fin, on part découvrir le village des Hésiers. Et donc, on voit Antoine qui valorise les environs, la gastronomie locale. Voilà, donc il est en train de valoriser vraiment l'expérience touristique et la mise en tourisme du musée. Et pour finir, à la toute fin, on revient, voilà, on revient immédiatement. Il repart sur le site web du ministère de la Culture pour voilà, s'inspirer et avoir d'autres idées de visite pour la suite. Donc voilà en quelques mots la vidéo. On peut revenir sur la présentation du coup, Marianne. Et donc on peut aller sur la deuxième slide. Alors, les résultats de la campagne sont positifs puisqu'elle a bien atteint son objectif de vue de vidéo. L'objectif fixé au départ était d'atteindre 500 000 vues sur toutes les vidéos, sur tous les médias confondus, Instagram, TikTok et Facebook. Et finalement, on a réalisé plus de vues que prévu, 532 000 vues au total. Donc, il y a eu également une très bonne viralité de cette vidéo, puisqu'on se rend compte que plus de 30%, enfin 30% des internautes qui ont vu visualiser cette vidéo sont des abonnés, des fidèles aux médias Néo TV. Donc 70% d'entre eux ne le sont pas. Donc ça veut dire que la vidéo a été réellement virale et a pu atteindre des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Néo TV. Donc ça, c'était aussi un axe intéressant. On voit que sur le taux d'engagement sur la vidéo sur Instagram, elle a dépassé aussi les benches et celui de Facebook aussi. En tout cas, ça s'approche très fortement des références de Néo sur le média. Il y a un engagement un peu plus faible sur TikTok. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu remarquer, mais qui reste quand même assez léger. En tout cas, c'est vraiment Facebook qui a performé. C'est sur Facebook que la vidéo voilà, a été le plus vue. Voilà, donc vous voyez qu'en tout cas, il y a beaucoup de chiffres, mais en quelques chiffres, le taux de complétion est de 100%, ce qui est intéressant. Il y a eu plus de 6 000 interactions, tous médias confondus. Voilà, et donc un taux d'engagement assez fort. Sur l'autre slide, on va voir ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a autant d'hommes que de femmes qui ont vu cette vidéo. Donc, il y avait une bonne répartition entre les deux sexes. Majoritairement, c'est les 55-64 ans qui ont été intéressés par la vidéo, suivi de près par la classe, les 45-54 ans. On a également, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo a donné envie aux internautes d'aller plus loin, puisque environ 2000 personnes, enfin il y a eu près de 2000 clics qui ont été générés, précisément 1978 clics qui ont été générés au cours de la campagne, pour rediriger donc vers le site du ministère de la Culture. Donc ça a été également un atout. Voilà, et donc c'est une campagne voilà, qui a atteint
ses objectifs et qui a permis en effet de mettre en avant le fait que la visite virtuelle est un véritable atout, qu'elle peut donner envie d'aller plus loin, d'aller sur site. Et qu'elle peut donner envie aussi, c'est un formidable outil pour les scolaires, pour les publics empêchés éloignés, mais aussi pour tout un chacun qui souhaite découvrir chez lui bah, les pépites du patrimoine français. Voilà, et que bah, en effet, la visite réelle est un véritable atout. Voilà, bah, je vais laisser la parole à Anne et Carla qui vont présenter plus en détail tout le dispositif. Merci Séverine et Merci merci Cyril. Marianne. Ah, pardon. Juste, j'ai oublié de mentionner en introduction, donc le webinaire est enregistré, donc le replay sera disponible sur notre site internet Atout France. Et vous pouvez également poser des questions dans le chat si vous le souhaitez, il reste ouvert. Je vous laisse la parole, Anne. Oui, donc je voulais juste remercier Atout France pour cette belle campagne de promotion dont nous avons bénéficié pour nos musées. Je me présente, Anne Dubil, je travaille au ministère de la Culture au sein du service des musées de France. Et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes lancés dans des expérimentations d'innovation frugale. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière ce concept. Pour valoriser certains de nos musées nationaux qui sont moins connus que d'autres, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et que du coup nous souhaitions voir mieux connaître auprès du public, auprès des publics. Donc plusieurs objectifs, comme je vous disais, valoriser ces musées, ces petits musées nationaux, valoriser aussi leurs collections qui sont magnifiques, diffuser la culture sur que ce soit en France et puis aussi à l'international, et puis du coup toucher des nouveaux publics. On a quand même pas mal de publics qui ne connaissent pas certaines pépites qui sont situées sur le territoire et qu'on voulait toucher. Des publics aussi parfois qui ne peuvent pas se déplacer facilement et qu'il était aussi important d'essayer de toucher par ces visites virtuelles. Donc nous avons c'est depuis 2023 qu'on a lancé plusieurs expérimentations que je vais vous présenter. Tout d'abord, des visites virtuelles autonomes. Je vais vous montrer un peu ce que c'est, et puis Carla aussi vous le montrera plus concrètement tout à l'heure. C'est des visites qu'on peut suivre en toute autonomie sur Internet, sans médiateur. Elles sont gratuitement en ligne et on les a regroupées sur un site catalogue. On a aussi utilisé ces visites virtuelles pour faire des visites guidées à distance. Et puis, on est en train d'utiliser ces visites virtuelles pour faire une expérience immersive. Alors, je vais vous parler plus particulièrement des visites virtuelles et de l'expérience immersive que nous réalisons, comme je vous le disais, dans un contexte d'innovation frugale. En gros, on a peu de moyens, mais on voit ce qu'on peut faire. En gros, on essaie de faire au mieux avec des moyens limités. Et franchement, je pense qu'on peut vraiment faire des choses. Il y a des choses superbes qu'on peut faire avec des très gros budgets, mais l'idée, c'est de voir comment peut-on faire de l'innovation numérique avec un petit budget, quand on a peu d'équipes, quand on a peu de moyens, et on pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire pour diffuser la culture sur les territoires. Et un point qui est essentiel, ces différentes expériences numériques n'ont pas vocation à remplacer la visite sur site. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a des musées magnifiques qui sont répartis sur la France, en fait, et que bah voilà, si on peut venir en vrai, c'est encore plus beau. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Alors, tout d'abord, donc les visites virtuelles. Comme je vous le disais, ce qu'on a fait, c'était numériser des musées. En gros, on a numérisé en général leurs collections permanentes, parfois leurs expositions de ces musées nationaux pour qu'un visiteur puisse découvrir ces musées sur Internet, en fait, en utilisant la souris, flèche de direction, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, c'est présenté gratuitement en ligne. C'est vraiment en lien avec les missions de service public de ces musées nationaux. Pourquoi on est parti dans cette expérimentation tout d'abord de visite virtuelle? L'idée, c'était par exemple, de préparer une future visite sur site, ou bien, une fois qu'on en revenait, de l'approfondir dans des conditions où voilà, on avait le temps de creuser, de voir des cartels et autres. C'était aussi un moyen d'essayer d'amplifier le rayonnement national et international de ces musées et de leurs collections. Mais c'était aussi un moyen, voilà, comme je vous le disais, de toucher d'autres publics, des publics prioritaires, que ce soit des publics scolaires, des personnes qui sont en maison de retraite, des personnes qui sont hospitalisées. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas facilement se déplacer. Et puis, ça peut aussi être un moyen de montrer des espaces, des œuvres qu'on ne peut pas tout le temps voir. Soit par exemple parce que dans un musée, en fait, quand il n'y a pas assez de personnel pour ouvrir tous les espaces, il y a certains espaces, par exemple, qu'on ne peut voir que lors des journées du patrimoine, la visite virtuelle, ça peut permettre de découvrir
découvrir cet espace, bien par exemple des combles, voilà, des espaces un petit peu cachés, secrets, mais aussi de montrer des œuvres qu'on ne peut pas voir en permanence, qu'on ne peut pas exposer tout le temps. Donc il y a pas mal de choses qui sont vraiment d'angle d'attaque pour ces visites qui sont vraiment intéressants. Cette expérimentation, on l'a lancée en 2 vagues. Tout d'abord, une première en 2023 avec un premier prestataire où on a fait des visites virtuelles en moyenne définition. On se lançait, hein, on commençait. Et puis, quand on a vu que ça fonctionnait bien, en 2024, on a fait une dizaine d'autres visites virtuelles, du coup, en haute définition cette fois. Donc, pour un coût un petit peu plus important, on était à 7 000 € pour une visite de moins de 1500 mètres carrés. Alors là, je vais vous montrer une vidéo en fait qui présentait l'expérimentation. Voilà, j'espère que vous la voyez du coup. Hop, je vais la lancer. Donc, voilà, là, c'est sur les 9 visites virtuelles que nous avons réalisées en 2024. Voilà, il y a les musées napoléoniens, le château de Pau. À la différence de la première vague qu'on a faite en 2023, on a rajouté des vues par drone parce que ça rajoutait tellement, en fait, pour nous, pour l'envie de visiter le musée. Les extérieurs de ces musées, ça permet de les placer dans le territoire dans lequel ils se situent. Et c'est vraiment important pour nous pour déclencher l'envie de visite, en fait. Là, vous voyez le musée de la préhistoire des Aisies qui est magnifique. On a pu voir les musées napoléoniens de l'île d'Aix, la chapelle Picasso à Valoris. On voit ces musées, ils sont vraiment répartis en France. Et donc là, on est dans une logique qui est vraiment intéressante. Comme vous le voyez, on se déplace soit avec la souris, soit avec comment dire, avec les flèches de direction de son clavier. Puis on peut voir plein d'infos. Là, on voit par exemple le modèle en 3 dimensions du château de Pau. Après, on a en haute définition les intérieurs de chaque musée. On a des plans par étage pour se déplacer. En fait, le visiteur choisit la façon qu'il a de découvrir le musée. Vraiment, il peut zoomer différents endroits de la visite. C'est ça qui est vraiment intéressant dans la haute définition et même voir des détails que l'on ne voit pas aussi bien en vrai. Là, c'est le musée des plans en relief. Et puis à chaque fois, il a des petits cartels qui permettent de lui donner des informations sur les œuvres principales. On peut la zoomer en haute définition sur cette œuvre magnifique. Donc, c'est vraiment une mine d'informations qui vont vous permettre de découvrir les œuvres principales, de se déplacer, d'inventer sa propre visite. On a les incontournables, parce que aussi, pour quelqu'un qui veut passer moins de temps dans la visite, on a à chaque fois, dans chaque visite, les 10 incontournables. Voilà, donc c'est vraiment une façon de mettre en valeur le musée. Ces visites sont présentées en multilingue, donc anglais toujours, parfois italien ou espagnol. En fait, ça dépend en fait de la localisation du musée. Voilà, donc je vais arrêter le partage, puis je vais reprendre ma présentation. Donc, attendez, excusez-moi, hop, je mets juste en pause. Et voilà, donc je reviens parmi vous. Donc là, vous avez pu avoir un petit ordre d'idée de ce que sont ces visites virtuelles. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ce sont des visites qu'on a pu faire pour un budget qui est quand même, bon, somme toute, assez réduit. Comme je vous le disais, les visites en moyenne définition, moi, j'étais très surprise de découvrir que c'était pas très cher, c'était dans les 2-3 000 € pour un musée de moins de 1500 mètres carrés. Quand on est parti sur la haute définition, sur les vues drone, ça a un peu augmenté le budget. On est passé sur des visites à 7 000 €, 7 000 € pour moins de 1500 mètres carrés, mais c'est quand même magnifique parce que qui dit haute définition dit beaucoup plus de possibilités de détails, de zoom, et puis les vues par drone sont vraiment superbes. Ça replace le musée dans son environnement, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et après, la réalisation, elle était rapide. Une fois que numériser, ça prend en général 2 jours, 2-3 jours grand maximum. Et après, réaliser le prototype de visite virtuelle, ça prend 1 semaine. Ce qui est le plus long, c'est pour que le musée fournisse les cartels, les informations sur les œuvres. Et ça, c'est un travail important pour un musée qui a des petites équipes. Après, on a choisi du coup de regrouper ces visites qui sont présentées sur le site internet de chaque musée. On les a regroupées du coup sur un site catalogue dont on parlait tout à l'heure. Donc là, j'espère que vous le voyez. Du coup, c'est le catalogue des visites virtuelles. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'était qu'un visiteur qui venait voir, par exemple, du coup, le château de Pau, allait pouvoir découvrir le musée napoléonien de l'île d'Aix, qui est juste à côté. Et on s'est dit qu'on allait vraiment essayer de jouer sur ces liens qui pouvaient se créer, et du coup de regrouper ces visites virtuelles. Donc voilà, il y a les visites virtuelles des musées nationaux que j'évoquais tout à l'heure. Puis il y a des visites virtuelles d'autres établissements aussi qui ont souhaité être ajoutés sur cette page. C'est une page sur laquelle on a mis aussi des conseils de mise en œuvre, par exemple pour des musées ou des sites qui souhaitent faire une visite virtuelle.
regrouper les conseils opérationnels qu'on a pu dégager lorsqu'on a fait ces visites virtuelles, tous les petits points d'attention qu'on a pu identifier. Puis on a une carte qui situe ces visites virtuelles sur la carte de France. Voilà, donc c'est vraiment pour nous un outil qui est très intéressant. Il y a plein de façons de les utiliser, en fait, ces visites virtuelles. On peut même pas, certains musées veulent les placer au sein du musée lorsqu'ils ont une accessibilité qui est réduite. C'est un moyen de promotion auprès des acteurs locaux, en fait, pour faire connaître ces établissements. Il y a plein de choses à inventer et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis bah, pour les territoires, moi je vous invite vraiment à vous en saisir parce que ça permet de faire connaître pour des musées qui sont déjà voilà, dans le catalogue en fait, ça permet de montrer en fait la beauté de ces sites, de ces territoires et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, puis il y a la vidéo en fait d'Atout France qui montre vraiment comment c'est un exemple typique. Le virtuel ne remplace pas le réel. Une fois qu'on a vu ces visites virtuelles, bah, on a encore plus envie d'y aller découvrir le musée. C'est ça qui est intéressant. Je vais vous parler d'ailleurs, j'en profite pour parler d'une autre expérimentation sur laquelle nous travaillons actuellement. En fait, vous avez dû voir en fait qu'il y a un fort attrait du public actuellement pour les expériences immersives. Bon, alors en général, la difficulté, c'est que c'est souvent très coûteux. Le budget, c'est dans les 200 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros. Et ce sont en général des structures qui ont des équipes importantes, en fait, qui se lancent dans cette aventure. Et le corollaire, c'est que bon, même s'il y a un très fort engouement du public, souvent ces expériences immersives en réalité virtuelle vont être proposées à un tarif qui est quand même un peu élevé, mais qui est de l'ordre de 7 euros jusqu'à 30 euros. Donc du coup, il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas découvrir ces expériences immersives. Alors du coup, notre idée, ça a été de se dire, et si on utilisait cette base d'images de visite virtuelle qui est très riche en fait en haute définition, qui est magnifique, qu'on a pu réaliser, pour essayer de faire une expérience immersive virtuelle, toujours avec notre concept d'innovation frugale. Clairement, on n'a pas 1 million d'euros, on n'a pas 200 000 euros, on a moins de 10 000 euros. Donc c'est vraiment un test qu'on a voulu lancer. On s'est dit qu'on allait voilà, tester ça avec notre prestataire qui s'appelle la société Zoomé. C'est eux qui ont fait la deuxième vague de visites virtuelles. Ils ont fait un magnifique travail pour faire donc une courte expérience immersive. On est sur une expérience qui dure de 5 à 20 minutes. Et on va essayer de mettre en valeur 6 de nos musées nationaux, dont les musées napoléoniens, dont Carla vous parlera juste après moi, pour donner encore plus envie de découvrir ces musées. Alors là, l'expérience immersive, elle montre pas du tout le musée, à la différence de la visite virtuelle. Elle va montrer, c'est une sorte de teasing en fait. C'est donner des éléments pour donner envie de le découvrir avec un aspect interactif. Et voilà, donc on a 6 musées. C'est une expérience qu'on est en train de finir. On a 6 musées qui sont présentés dans l'expérience immersive en réalité virtuelle. On a le château de Pau, les musées napoléoniens de l'île d'Aix et la maison natale de Bonaparte à Ajaccio, le musée national de la Renaissance à Écouen, le musée national de préhistoire aux Hésites Taillac et la maison du maréchal de Lattre en Vendée. Donc, notre parti pris, comme je vous le disais, c'était on a un faible budget, mais par contre, le corollaire qui pour moi est essentiel, c'est du coup que c'est une expérience qui va être gratuitement mise à disposition de sites qui accueillent des publics prioritaires pour que ce soit présenté gratuitement au public. Donc les publics prioritaires, ça va être des publics scolaires, des personnes en établissements médico-sociaux, des personnes paralysées, des des personnes qui sont hospitalisées aussi, et puis aussi avec une diffusion, c'est un autre angle, sur les territoires et à l'international. Et l'idée, c'est toujours d'amplifier le rayonnement de nos musées, de leurs collections, puis du coup des territoires, parce qu'il y a une approche touristique très forte que nous, on souhaite tester et développer. Je vais peut-être vous montrer du coup ce dont il s'agit, parce que je pense que ce sera plus parlant. Je vais partager à nouveau mon écran. Voilà, donc comme je vous le disais, hop, attendez, je vais sélectionner la bonne page. Attendez. Hop, attendez, juste que voilà, ça devrait bon. Donc là, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Là, c'est une expérience qu'on est en train de réaliser depuis mai. Là, c'est une vidéo juste point d'étape que mon prestataire Zoomé avait fait en décembre. On a commencé ce travail en mai. On a eu un long travail pour construire l'architecture de cette expérience. En gros, l'idée, c'est alors ça, c'était sa dernière innovation en décembre. Il était super content pour changer la couleur des murs, mais ce n'est pas le cœur de l'expérience, pas du tout. On met son casque de réalité virtuelle et on arrive dans une première salle
qui vous permet on n'y passe pas un temps fou dans cette première salle, mais ça vous montre les 6 musées qui sont présentés. Il y a plusieurs façons de choisir quel musée on va vouloir découvrir. Comme je vous le disais, on réutilise les images des visites virtuelles. Par exemple, là, on se retrouve en train de surplomber le magnifique musée national de la Maison Bonaparte de Bonaparte à Ajaccio. On a la carte de France où on voit les 6 musées qu'on va pouvoir découvrir. Et donc, l'idée, c'est d'en choisir un dans cette première salle. On a une petite présentation touristique aussi de chacun de ces musées. On a un objet 3D. Vous reconnaissez Bonaparte, j'imagine, voilà, qu'on peut faire tourner. Et voilà, donc on a cette petite présentation de chaque musée dans la première salle. Et après, on en choisit un. Là, typiquement, on va aller choisir par exemple le château de Pau. On va arriver dans la seconde salle, qui est le cœur de l'expérience, et on a plusieurs ateliers dans cette seconde salle. Donc là, vous allez voir très rapidement, par exemple, il y a le top 3. C'est les 3 espaces incontournables. Et dès qu'on a une sphère, on se retrouve immergé dans la photo qui vient de la visite virtuelle. Donc là, on peut regarder autour de soi. On a 2 séries de panneaux de médiation classiques. On est quand même ministère de la Culture, donc on met quand même des informations sur nos musées, sur les thématiques abordées et sur les œuvres. On a mis les 12 œuvres incontournables aussi qui sont présentées par ce musée. Donc à chaque fois, on peut cliquer dessus et on va avoir des informations. Depuis, mon prestataire a rajouté la possibilité d'entendre la description. Parce qu'en réalité virtuelle, l'aspect lecture est vite fatigant. Et alors là, c'est l'aspect le plus intéressant. Mon prestataire a réussi à reconstituer la maquette 3D de ces musées. Alors là, c'est super parce qu'on peut plonger la tête dedans, on peut monter, descendre. On voit le château de Pau, par exemple, comme on l'a jamais vu, comme une maison de poupée. À chaque fois, on peut s'immerger dans les images issues de la visite virtuelle. Donc là, ça marche très bien auprès des enfants, auprès de tout âge en fait. Selon l'âge du public, ils vont sur des ateliers différents. On a rajouté les visuels extérieurs. Alors là, sur des personnes qui ont le vertige, c'est pas l'idéal, mais sinon c'est magnifique. Là, vous voyez, vous surplombez le château de Pau, vous voyez un petit peu rapidement, mais dans quel environnement il se situe. Le public peut se déplacer. Alors nous, on recommande quand même qu'il soit plutôt sur un fauteuil pour éviter les risques de chute. En gros, un fauteuil pivotant. Ça, c'est vraiment super. On a rajouté la vidéo des extérieurs du musée considéré, voilà, qu'on peut découvrir. Comme je vous disais, ça donne un avant-goût de ce musée, un petit quiz qui est construit à partir des parcours de médiation pour qu'il y ait une certaine interactivité. Et voilà. Et donc ça, on peut faire ça pour chacun des 6 musées en fait qui sont présentés. Hop, alors, attendez, je vais revenir du coup. Voilà, donc ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est un projet qu'on a lancé en mai, qu'on est en train de finir ce mois-ci, qui nécessite très peu d'équipement. Il faut un minimum un casque de réalité virtuelle, un fauteuil pivotant, pour éviter que le public ne tombe pendant l'expérience. Et puis, une fois que l'expérience a été téléchargée sur le casque VR, en fait, il n'y a pas besoin de connexion Internet. Ce qui est pas mal pour des établissements qui n'ont pas une bonne connexion Internet, qui sont dans des zones blanches et autres, ou qui n'ont pas. Ouais, enfin voilà, donc c'est quand même intéressant. Et l'aspect, en fait, ce qui était notre défi, du coup, c'était de voir comment, si on pouvait déjà faire cette expérience immersive avec ce tout petit budget, et c'est un projet pardon, qui a été conçu dans une optique d'être duplicable et abordable pour d'autres musées, parce que du coup, pour un musée qui a déjà une visite virtuelle, intégrer en fait ce type d'expérience immersive avec l'architecture qu'on a construite, nous, Service des musées de France, avec notre prestataire, Zoomé, c'est un coût qui est estimé par le prestataire à 3 000 euros. Donc, certes, on n'est pas sur des expériences immersives de 45 minutes qui sont superbes avec un scénario comme on a pu en voir, mais je pense que c'est un outil vraiment précieux et hyper intéressant pour aller toucher des publics qui ont envie de voir des expériences immersives, envie de découvrir, d'avoir un avant-goût de ces musées, d'offres sur les territoires. Et c'est intéressant parce que c'est quand même vraiment, pour moi, voilà, on est sur un budget qui reste abordable. C'est un budget, hein. Ça par contre, je ne le nie pas, hein. D'autant qu'il faut aussi déjà avoir sa visite virtuelle. Mais ça se fait rapidement, parce que comme l'architecture, on a passé des mois à la construire avec le prestataire, et maintenant c'est bon, elle est calée. Intégrer en fait des contenus, c'est une semaine, hein. C'est vraiment court en soi. Il y a plein de choses qu'on peut inventer après, comment que ce soit par exemple pour, je sais pas, un département qui aurait déjà des visites virtuelles de plusieurs musées, il pourrait intégrer dans ce type d'expérience immersive plusieurs musées de son territoire. Enfin, c'est un moyen de valorisation, c'est un moyen pour les musées par exemple de se montrer dans un salon avec le casque de réalité virtuelle.
Voilà, j'ai un prestataire qui n'arrête pas de rajouter des nouvelles fonctionnalités tous les jours, donc j'essaie de le calmer, voilà, pour qu'on puisse, enfin pas le calmer, c'est quand même génial d'avoir cette chance, hein, mais parce que il est hyper inventif et je pense que c'est vraiment un outil pour continuer à valoriser nos musées, les montrer dans leur environnement géographique, donner envie de les visiter et dans cette période où il y a un attrait du public pour les territoires et pour l'offre culturelle et pour plein de musées qu'on a matière à mieux connaître. Mais ça peut être des musées, ça peut être des monuments, il y a plein de choses qu'on peut inventer. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Carla, en fait, qui va vous montrer plus concrètement la visite virtuelle d'un de ces musées. Puis après, je serai à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour à tous, donc je suis Carla Luciani, je suis responsable du service des publics pour les châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, comme vous dit tout à l'heure Marianne et les autres, mais pas que, à vrai dire, j'ai aussi la Maison Bonaparte et les musées napoléoniens de l'île d'Aix dont a parlé Anne juste avant. Effectivement, on est un réseau qui est très étendu. On fait une grande diagonale sur toute la France, l'Index à côté de La Rochelle, Ajaccio en Corse et Malmaison dans le 92. Donc, ça nous donne un vaste territoire sur lequel il faut travailler et avec des problématiques très différentes. Et donc, quand Anne nous a proposé de rejoindre cette expérience de visite virtuelle et après de réalité virtuelle, mais pas le sujet du jour, on a tout de suite sauté sur l'occasion pour répondre à pas mal de problématiques que rencontrent nos musées. Alors, vous vous doutez bien qu'en ayant autant de musées, on a autant de problématiques qu'on a de sujets. Mais néanmoins, ces visites virtuelles peuvent pallier à quelques problèmes qui sont assez essentiels chez nous. Alors, la première vague de visites virtuelles dont a parlé Anne en moyenne définition, elles ont permis pour nous de faire donc Malmaison et Bois-Préau. Nous, on s'est précipité sur la possibilité de numériser Bois-Préau parce que c'est un musée qui a été, dans les années 80, le musée des deux empires et qui a fermé pendant 30 ans pour vétusteté et qui a vécu donc quelques années de travaux et qui a rouvert en 2022 avec une exposition inaugurale grandiose, il faut le dire, elle était magnifique cette exposition, mais une exposition en partenariat avec beaucoup de couronnes d'Europe, donc notamment avec la couronne de Suède et les collections royales, le Danemark, les ducs de Leuchtenberg à Munich, etc., etc. Donc une exposition internationale et une exposition pour laquelle on a eu la chance incroyable de pouvoir faire venir des œuvres vraiment, vraiment belle. Et on trouvait ça dommage pour une réouverture de ne pas avoir une suite à tout ça et de ne pas pouvoir avoir des archives vraiment qualitatives et de ne pas pouvoir s'en resservir plus tard. Parce qu'il y a un vrai travail à la fois évidemment de partenariat, mais surtout de recherches scientifiques qui ont été faites à cette occasion. Et donc, Anne est tombée tel le Messie avec cette proposition. Et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, quitte à faire Malmaison, autant faire Bois-Préau et donc faire aussi la visite virtuelle de cette exposition. Et en fait, nous, de prime abord, on a vraiment choisi les visites virtuelles pour pouvoir valoriser Bois-Préau. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble cette première vague de visites virtuelles parce que la vidéo qu'Anne vous a montrée, c'était que la deuxième vague et la coque générale qui a permis, grâce à Zoomer, d'unifier un peu tout. Mais donc, comme ça, je vous montre ce qui a été fait avant. Tac, tac, tac. Avec Bois-Préau juste ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Ouais. Donc là, c'est le petit château de Bois-Préau, donc celui qui a fermé pendant 30 ans, qui est au milieu d'un magnifique parc. Moi aussi, je vous montre tous les extérieurs et à quoi ressemble le musée pour que vous veniez après. Je vous fais l'expérience en direct pour vous donner envie de venir chez moi. Donc, notre magnifique parc de Bois-Préau avec Joséphine au bout qui vous accueille. Et donc le château de Bois-Préau avec l'exposition donc sur Eugène de Beauharnais. On va faire un petit tour quand même. Donc vous allez voir que c'est pas du tout la même structure finalement que les autres. Elle est beaucoup plus longue à charger aussi. Et donc c'était une occasion finalement de travailler, là par exemple, c'est des partenariats avec l'Allemagne, parce que tout ce que vous avez en face de vous viennent de l'ambassade d'Allemagne, de l'hôtel de Beauharnais, la résidence actuelle de l'ambassadeur à Paris, dans le 7e. Donc c'est de très belles pièces qui nous ont été prêtées. On est vraiment très heureux d'avoir pu travailler avec eux. Mais pas que, pour vous montrer des chefs-d'œuvre qu'on ne reverra pas de sitôt en France. Hop, par exemple, vous avez ici le portrait d'Eugène de Beauharnais en pied, prêté par la couronne d'Espagne, par Gérard, en roi d'Italie.
avec son pendant en face, sa femme, Auguste Amélie, par Gérard également. Tout ça donc prêté par la couronne. Et c'est des œuvres qui font à peu près 2 mètres de haut, qui sont absolument grandioses. Donc on est très heureux d'avoir pu numériser tout ça et de pouvoir aujourd'hui pouvoir encore faire la promotion de cette belle exposition et d'avoir justement tout le contenu scientifique qui va avec. Parce que comme le disait Anne, on a à la fois des contenus scientifiques textuels, mais aussi donc de l'iconographie. Hop, je vais arrêter de partager mon écran pour le moment. Hop. Donc effectivement, on a commencé notre périple dans les visites virtuelles pour cette base archivistique finalement et la réouverture de Bois-Préau et de la visibilité en fait pour cette exposition, mais pas que. Ça, c'était plutôt le côté conservation finalement et pour moi, au service des publics et à la communication, ben, en fait, on s'est dit que c'était un outil assez extraordinaire pour pallier à 2 choses. Déjà, à nos gros problèmes d'accessibilité. Les problèmes des monuments nationaux, c'est que malheureusement, on ne peut pas tous faire construire un ascenseur en plein milieu. Je vous laisse imaginer le château de Malmaison avec un ascenseur sur son aile sud, ce serait vraiment pas glorieux et ça passerait pas auprès des architectes nationaux et auprès de n'importe lequel d'entre nous d'ailleurs aussi. Donc pour pallier à ces problématiques-là, on est obligé de chercher des solutions et les visites virtuelles sont particulièrement intéressantes. Donc, on avait une ancienne visite virtuelle, mais trop vieille et qui n'était plus du tout en phase avec la nouvelle signalétique, la nouvelle muséographie du musée. Donc, on a tout refait à neuf grâce à ces visites-là. Et aujourd'hui, du coup, ça nous permet à la fois de les installer in situ pour permettre aux gens donc de visiter les étages quand ils ne peuvent pas y accéder, mais également donc de pouvoir contacter des publics éloignés, empêchés. Et ça, je vous en parlerai après dans les usages qu'on fait. D'abord parler de pourquoi on a choisi ces visites virtuelles et après de nos usages. Et donc le deuxième gros axe finalement qui nous a séduit, c'est la visibilité et la diffusion. Comme je vous le disais, j'ai des musées qui sont très éparpillés et qui ne sont pas forcément connus pour certains. J'en ai des très très gros, comme la Maison Bonaparte, qui n'a absolument pas besoin d'être diffusé. Il est le must d'Ajaccio et de musées en même temps, donc la concurrence n'est pas rude. Mais Bonaparte, ça fait venir du monde et c'est un musée qui est très 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 sujet finalement à la saisonnalité. Ils se font écraser par une masse de monde hallucinante en été, mais c'est finalement très vite en hiver. On passe de 200 personnes en janvier à 25 000 au mois d'août. Donc finalement, il faut arriver à lisser cette fréquentation et les visites virtuelles, c'est une aide pour promouvoir auprès des publics une visite dans d'autres périodes de l'année finalement. Pour nous, ça nous permet aussi de démarcher sur d'autres moments et c'est donc très utile comme outil de promotion. Et de visibilité, c'est plus pour les musées de l'Index finalement, parce que, alors, moi, avant de travailler pour le service à compétences nationales, j'avais aucune idée d'où était l'Index. Oléron, ça va, l'île de Ré, ça va, l'Index, le tout petit croissant qui est juste en dessous que personne ne connaît. Alors, autant vous dire que personne ne connaît les 2 musées qui sont dessus. Il y a le musée Napoléon et le musée africain. Donc, ces visites virtuelles, elles nous permettent aussi d'avoir une vraie visibilité, une vraie connaissance de ces musées qui sont très peu connus. Et Malmaison, c'est encore un autre sujet. Dans le 92, à côté de Paris, à côté du 78, il y a une telle promotion culturelle, il y a une telle concurrence, elle est féroce la concurrence des musées à cet endroit-là. Donc l'intérêt, c'est aussi finalement de pouvoir nous exporter ailleurs et faire notre promotion plus facilement au milieu de cette concurrence. Donc les visites virtuelles se sont imposées comme une nécessité finalement quand Anne nous l'a proposé. Et aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on s'en sert énormément. Alors, le travail de réalisation, comme le disait Anne, n'a pas été forcément de tout repos, mais c'était absolument passionnant. On a pu travailler donc avec deux prestataires différents, avec donc des techniques de travail différentes, des supports différents et des solutions numériques différentes, ce qui fait que ça a été des adaptations constantes. Et on a travaillé donc avec à la fois le service de la conservation, moi en interne, et de l'iconographie, etc. Et effectivement, les questions de droit n'ont pas été simples, notamment, vous vous doutez bien, pour une exposition qui touche à des tonnes et des tonnes de pays européens qui n'ont pas les mêmes législations ou autres, ou des privés ou des publics, donc ça a été très difficile, toute cette partie plus juridique, mais tout aussi passionnante. Et après ça, du coup, on a réussi avec Zoomé à avoir finalement un travail beaucoup plus homogène et beaucoup plus réglementé. Puis au bout du 3e musée, finalement, tout est plus simple. On sait comment faire et on sait comment est-ce qu'il faut cadrer les conservateurs quand ils écrivent 500 000 signes au lieu de 50. Mais c'est donc un travail qui était absolument
absolument enrichissant et passionnant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en sert vraiment au quotidien, je peux vous le dire, parce que donc, nous, on a travaillé sur l'accessibilité de nos musées et la mise en place donc, de visites guidées en ligne grâce à nos visites virtuelles, à la fois pour le faire connaître et pour ces problématiques d'accessibilité, en priorité pour les problématiques d'accessibilité. Et donc, on a commencé à essayer de trouver des publics par nous-mêmes. C'est pas notre métier, donc c'était pas facile. Ça prend un temps fou d'essayer de trouver des publics. Et donc, on a eu 3-4 premières visites. On a réussi donc à toucher les publics qui nous intéressaient, à la fois le milieu médico-social, avec des EHPAD, des universités étrangères en Belgique, en Ukraine, qui nous ont permis de nous étendre un petit peu et de faire connaître le musée, la protection judiciaire également de la jeunesse. Donc, on a quand même réussi à faire quelques petites visites, mais notre sujet est devenu un vrai sujet et un vrai engouement. C'est créé en septembre dernier. C'est assez récent parce qu'on s'est dit que nous, tout seuls, on n'était pas très forts. Alors, on allait utiliser les belles ressources que le ministère nous offre. Et avec Anne, on a du coup travaillé avec à la fois le service de la médiation numérique et le service de la délégation des publics du ministère. Et avec eux, donc, on a créé un premier webinaire pour présenter ces visites virtuelles et ces visites guidées virtuelles. Et en fait, on s'attendait à avoir une centaine de personnes, voilà, et on en a eu 450, et 450 qui étaient tous plus intéressés les uns que les autres à l'idée de faire des visites guidées. Et moi, toute seule, avec mes 3 musées, je ne peux pas faire 450 visites guidées. Donc, depuis septembre, on a mis en place des visites guidées de nos musées. Tous les mois, là, depuis décembre, on en fait une par mois. Et moi, j'anime aussi des formations auprès donc alors en ce moment c'est les acteurs médico-sociaux, donc les gens qui s'occupent des animations dans les EHPAD, dans les centres Alzheimer, dans tout ce genre de structures, pour qu'eux-mêmes puissent se saisir du contenu scientifique et puissent ensuite donc faire eux-mêmes les visites. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et qui nous permet à la fois du coup de valoriser nos monuments sans empêcher en fait la venue sur site. Alors pour ceux qui le peuvent évidemment, mais on a beaucoup de retours extrêmement positifs de personnes qui sont à l'hôpital pour une certaine période et qui vont ensuite au musée, qui sont vraiment heureux ou de retrouver des souvenirs de quand ils sont déjà venus, etc. et qui viennent ensuite au musée. Donc c'est vraiment des très bons retours qu'on a et effectivement, comme le disait Anne et sur lequel elle a vraiment insisté, ça ne remplace pas du tout la venue sur site. Ça donne vraiment envie à nos visiteurs et c'est très, très agréable de s'en rendre compte parce que c'était vraiment une peur qu'on avait à la base. Et d'un point de vue touristique et diffusion, donc moins sur les publics empêchés, mais sur le grand public, on travaille également avec les offices du tourisme, et notamment nous, le réseau des villes impériales, qui mettent en valeur également les visites virtuelles et qui nous permettent de toucher donc, un public plus large. C'est vraiment essentiel pour nous que ces structures-là s'en saisissent parce que, comme le disait Nicolas tout à l'heure, tout est gratuit, tout est open source. Vous pouvez les retrouver sur tous nos sites de musées et c'est absolument génial parce que ça vous offre à la fois le contenu et l'iconographie. Maintenant, tout est clé en main, le travail est pré-mâché, vous avez tout qui vous est donné et nos conservateurs ont vraiment énormément travaillé pour rendre accessible leur discours. Donc, c'est absolument fantastique. Alors que ce soit pour la Maison Bonaparte, à l'Index ou Malmaison, mais comme tous les autres musées avec lesquels on a travaillé pour ces salles de visite, c'est vraiment des beaux travaux et qui nous permettent aujourd'hui donc de valoriser nos musées et de les faire connaître et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, c'est un projet qui était très important pour nous. Et puis je vais finir en vous montrant quand même des jolis endroits pour vous donner envie de venir chez nous. Hop, parce que c'est beau et que la Corse c'est chouette. Voilà, une petite vue sur la mer pour conclure cette présentation et répondre à vos questions si vous avez besoin. Hop. Donc la maison Bonaparte, maison natale d'Ajaccio. Et juste en dessous de nous, au milieu du vieux Ajaccio, vous avez la citadelle juste en face de vous. Hop. Et donc le musée d'Ajaccio. Vous commencez avec une magnifique carte de la Corse prêtée par Versailles. Et donc comme vous le montrait Anne tout à l'heure, vous avez donc des petits points qui vous permettent d'avoir des cartels beaucoup plus détaillés sur les œuvres, mais également vous pouvez voir les œuvres en haute définition avec une qualité de détail qui est assez impressionnante. Bon, évidemment, moi, ça ne charge pas très bien
quand je vous le montre, donc ça fait moins son effet waouh. Mais là, on ne se rend pas compte, mais on peut voir à peu près tous les toponymes de Corse de cette époque-là, donc c'est assez extraordinaire. Donc du milieu du 18e. Hop. Et on se balade assez facilement, les points sont prévus, donc on n'est pas complètement perdu, on ne se retrouve pas complètement au plafond ou vers le sol ou autre comme sur certaines visites virtuelles. C'est vraiment extrêmement guidé et très facile d'utilisation. Sur le côté, vous avez toutes les propositions que Zoomé nous ont fait. Vous avez le modèle 3D, le modèle drone si vous voulez retourner voir la mer pour un instant méditatif. Vous avez le plan d'implantation qui vous permet de choisir la salle si vous n'avez pas envie de faire l'intégralité du site. Vous avez donc le musée en 3D, c'est la petite maison de poupée que vous montrez Anne en VR tout à l'heure et qui vous permet aussi donc d'avoir tout le plan d'élévation du musée. Si vous avez envie de vous acheter des chaussettes Napoléon, vous pouvez aller sur la boutique du musée également. C'est très riche, ça vous offre tout et vous avez effectivement donc les traductions dans les langues qui vous intéressent. Donc nous, c'est anglais et italien parce que c'est les publics qu'on a le plus à Ajaccio, mais c'est pas forcément les traductions qu'on a choisies pour l'Index ou pour Malmaison également. Donc voilà pour les différentes possibilités. Vous avez en plus à chaque salle des petits textes de présentation qui vous sont proposés. Et donc l'important pour nous, c'était d'avoir autant de contenu scientifique, textuel, que de contenu en images. On finit avec Laetitia, Madame Ramolino, la mère de Napoléon. Voilà pour ma présentation. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Merci Anne et Carla. C'est vrai que c'est un bon teasing qui va nous donner envie de visiter vos musées. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra y répondre. Alors, je vois une première question. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation instructive. Dans le cadre d'une démarche RSE ou d'éco-conception de ce type de projet numérique, avez-vous une idée de l'empreinte environnementale d'une visite virtuelle, notamment la différence entre moyenne et haute définition? Alors, du coup, non, c'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec nos services numériques qui sont en train d'expertiser. En tout cas, je sais que sur l'aspect immersif, c'était un des points aussi qu'on avait vraiment en tête. Ça répond pas exactement, mais sur l'expérience immersive en réalité virtuelle, comme il y a comment dire, un gros impact avec le matériel. Du coup, l'idée, c'était en fait que comme on n'était pas dans une logique de rentabilité ou de lucrativité, en fait, on s'adresse à des sites qui n'ont besoin que potentiellement d'un seul casque. On n'est pas dans une démarche où on dit acheter des casques, achetez-en 10, 15, 20 pour pouvoir rembourser des coûts de mise à disposition et autres. Non, nous, on met à disposition gratuitement et avec un casque, ça permet de montrer l'expérience immersive et du coup de ne pas rajouter une empreinte environnementale lourde liée à l'achat de pas mal de matériel. Mais effectivement, j'en reviens à votre question, du coup, sur l'empreinte environnementale, c'est un point qu'on est en train de creuser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si Nicolas, Séverine, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. Je reste disponible si vous avez des questions sur la campagne avec Néo TV. Je vois une question du coup dans le chat. Je vais vous mettre les liens pour nos visites juste en dessous. Sinon, elles se trouvent toutes sur nos sites internet, mais je vous les mets comme ça, vous avez tout à dire. Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers le catalogue des visites virtuelles, en fait, qui regroupe l'ensemble des visites. Et donc là, vous pourrez aussi retrouver le lien vers les visites virtuelles des musées napoléoniens et des visites en fait dont vous a parlé Carla. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant la fin du webinaire. Sinon, le chat restera ouvert. Donc, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un grand merci déjà au ministère de la Culture pour ces échanges très intéressants. C'était vraiment un plaisir. Comme je l'ai mentionné en introduction, donc 2 volets pour ces webinaires en partenariat avec le ministère de la Culture. Donc nous vous donnons rendez-vous pour le 2e volet le 29 avril prochain. On vous présentera des solutions innovantes dans le secteur culturel et on vous en dira un peu plus dans les prochaines semaines. Un grand merci à tous